Et cette opération de propagande est totalement assumée par le propriétaire de l'équipe en question, qui est un milliardaire israélo-canadien, qui a mis des millions et des millions d'euros dans l'affaire pour avoir quelques coureurs dont le nom est connu, mais surtout pour dire, regardez, nous sommes une vitrine pour la politique israélienne. C'est donc quelque chose de véritablement assumé. Pour nous, cette politique est une politique d'apartheid, et donc nous disons, on ne roule pas pour l'apartheid, on boycotte l'apartheid, et on va donc, nous, à France-Palestine Solidarité, le groupe de Brest, avec le groupe de Morlaix et le groupe de Cornouailles, on va faire savoir à la population ici qu'on ne peut pas laisser passer une propagande mensongère de cet ordre et on ne peut pas laisser blanchir ces crimes de guerre. C'est pourquoi nous avons voulu à la fois un côté conférence avec Bertrand Heilbronn, qui est le président national de la FPS, tout juste sorti de prison d'ailleurs, il vous rappelle. Gibier de Potence, gibier de Potence. Et le docteur Jeanne Dinomel, pédopsychiatre, qui a beaucoup travaillé avec les enfants de Gaza et qui connaît sur le bout des doigts le traumatisme de cette jeunesse de Gaza. Mais comme on est dans un contexte de fête sportive, de fête populaire, le Tour, je ne vous cache pas que moi c'est pas ma tasse de thé, mais c'est une réelle fête populaire, on s'est dit que ce serait bien d'avoir aussi, nous, un côté festif, qu'il soit clair qu'on n'a pas du tout l'intention de gâcher la fête des autres et qu'on a notre propre fête. Et c'est pourquoi nous avons choisi une partie concert qui va suivre les 2 heures que nos amis vont passer avec nous. Alors, pour ceux qui étaient là cet après-midi, vous avez pu entendre déjà la mise en route du matériel qui est tout à fait impressionnant. Ça pourrait être Johnny Hallyday, là. Et ça fait du bruit. C'est de la musique de jeunes et c'est très bien. Alors bon, vous allez prendre sur vous, vous allez vous dire que vous rajeunissez de 3 ans. Hein. Et puis on va apprécier, il y a 3 groupes, Working Class Zero, Frères X34, je ne sais pas pourquoi, je n'aurais pas demandé la raison de leur nom, je vais leur demander. Et puis Sticky Snake, qui est quelqu'un qu'on connaît déjà, avec qui on a déjà travaillé. Donc ces 3 groupes solidaires de la Palestine et solidaires avec nous, quand je les ai contactés, ont répondu présent tout de suite pour cette soirée et qu'on a donc voulu être totalement collective et totalement joyeuse en même temps qu'elle va être très sérieuse et que nous allons aborder des choses dures évidemment. Je ne vais pas m'étendre davantage, je voudrais simplement vous dire que le groupe de la FPS de Brest remercie ses petits camarades de Morlaix et Cornouailles d'avoir partagé l'organisation de cette soirée. Et vous dire aussi, on en parlera tout à l'heure, que nous avons 2-3 petites choses prévues encore après. Bertrand, à toi la parole, si tu veux. D'accord. Tu veux. Je vais essayer de me mettre le micro. Ok, c'est mieux, oui. Je crois, c'est plus vivant, j'en sais rien, on va voir. En tout cas, merci Claude. T'as enlevé les menottes? T'as fini avec ça. Bon, on en dira quelques mots éventuellement, effectivement. Mais je pense que, bon, Claude a tout dit sur effectivement cette équipe qui n'est pas seulement une équipe israélienne, mais qui est une équipe Israël. Donc c'est effectivement une équipe qui est là pour la propagande. Mais je pense que ce qui est intéressant aussi, justement, dans ce cadre-là, c'est de remettre ça en perspective et de voir un peu... Ça, c'est pas... D'accord. Ne vous inquiétez pas, ça va. Les balances, ça va. Et donc, à la lumière, essayer de se remémorer un peu les événements de cette année et de comprendre ce qu'ils veulent dire et ce que veut dire aussi la participation de cette équipe dans le contexte de ce qui s'est passé les derniers mois. Parce que ce qui s'est passé les derniers mois, c'est à la fois une continuation, mais c'est un caractère quand même complètement inédit. Ce qui s'est passé à Jérusalem, ça fait des années que dans le quartier de Sheikh Jarrah, des colons veulent déloger les familles palestiniennes qui habitent. D'ailleurs, il y en a qui le font, qui l'ont fait. Il y a des familles qui se sont retrouvées dans la rue devant chez elles avec une famille de colons qui avaient pris leur place. Donc, ça fait des années que ça dure. Mais ça n'avait jamais pris, ça n'avait jamais été aussi visible que ça l'est cette année. De la même manière, dans un autre quartier de Jérusalem, Silouan,
au pied de la vieille ville. L'État d'Israël cherche à exproprier la population palestinienne qui y vit, en, là aussi, démolissant des maisons, chassant les habitants, créant un parc dit archéologique, parce qu'il y aurait eu une tombe du roi David, mais alors le roi David, je crois qu'il est enterré à 15 endroits différents au moins, donc on est vraiment dans le prétexte. Et une militante palestinienne qu'on connaît bien, qui essaye d'avoir aussi des relations avec la presse française, parce qu'elle est francophone, me disait, mais j'ai essayé de faire parler de Cher Jarrah à la presse française, on m'a dit c'est une niche, on ne va pas parler de ça. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a effectivement eu ces provocations racistes de groupes racistes, suprémacistes israéliens, animés par un député extrême droite, Ben Gvir, qui est revenu en fait au Parlement israélien grâce à des magouilles de Netanyahou, et qui ont défilé dans la ville de Jérusalem en criant mort aux Arabes. C'est vraiment un racisme insupportable et assumé. Et en même temps, la solidarité avec Cher Jarrah reprenait encore plus d'importance, avec des rassemblements tous les jours, enfin toutes les semaines au moins, y compris d'ailleurs des anticolonialistes israéliens qui étaient là. Et on est arrivé effectivement à cette résistance de la jeunesse palestinienne qui a refusé ces provocations racistes, qui a refusé aussi que là où elle se réunit où les gens se réunissaient dans le mois de Ramadan, la porte de Damas continue à être investie par la police israélienne, qui ont réussi à obtenir que la police israélienne sorte de cette porte de Damas, qui ont résisté aussi, et avec un aspect extrêmement symbolique, aux agressions qui ont eu lieu jusqu'à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, donc sur l'esplanade des mosquées. Donc cette résistance de la population palestinienne, elle n'était pas nouvelle. Il y avait eu en juillet 2017 un épisode extrêmement intéressant qui s'appelait qu'on a appelé la révolte des portiques, à un moment où la police israélienne a voulu régenter la manière dont on entrait sur l'esplanade des mosquées, qui est sous contrôle international via la Jordanie. Et la population s'est révoltée, a manifesté de manière pacifique, unitaire, et elle a obtenu satisfaction. Donc Jérusalem est quelque part un centre de la résistance palestinienne. C'est bien de là que tout est parti cette année. C'est un centre de la résistance palestinienne parce que c'est aussi le lieu d'une politique continue d'expansion, de colonisation, d'annexion, de dépossession. Israël a conquis donc Jérusalem dans le plan de partage de l'ONU, devait être à part, comme ça s'appelait Corpus Separatum, conquis par Israël en 1948, qui en expulse 80 000 habitants, puis en 1967 annexé. Les habitants de Jérusalem sont des résidents, ils ne sont pas des citoyens. Leur droit de résidence peut être supprimé à tout moment. Ils n'ont pas le droit de construire. Les services publics dans cette partie de la ville sont sont extrêmement limités. Et donc, il y a une volonté, il y a une colonisation, un plan de colonisation qui a été mis en place après la conquête de 1967 et qui est rigoureusement mis en... C'est-à-dire, les Israéliens, souvent, ils annoncent ce qu'ils vont faire et ils font ce qu'ils ont annoncé. La colonisation de Jérusalem se déroule suivant les plans qui sont annoncés, l'expulsion de Palestiniens aussi, et tout ça se déroulait finalement relativement à bas bruit. Tout le monde, les gens qui connaissent, qui suivaient, savaient qu'il se passait des choses pas normales à Cher Jarrah, mais ça continuait. Et là, avec cette explosion de la jeunesse palestinienne qui s'est à la fois aussi organisée de manière extraordinaire, parce qu'il faut voir,
que, par exemple, des jeunes Palestiniens comme les frères et sœurs Al-Kurd, qui sont des vedettes hein, sur les réseaux sociaux, quand les Israéliens ont voulu les arrêter, les réactions ont été telles sur le plan mondial qu'ils ont été relâchés le jour même. Donc il y a quelque chose d'extrêmement fort qui se passe autour de Jérusalem et qui a mis en évidence, on va revenir un petit peu dessus, aussi à quel point c'est révélateur de la politique israélienne. Et puis on a vu après, effectivement, les attaques contre les bombardements de l'armée israélienne contre la bande de Gaza. Donc, tout le monde a vu, alors bon, il y a eu le prétexte des roquettes, on peut en parler, mais essentiellement, ce qui apparaît, c'est que un caractère d'une brutalité, et si vraiment ils avaient envie d'arrêter les roquettes, c'est certainement pas ça qu'ils souhaitaient, parce que c'est d'une disproportion absolument incroyable. Jeanne va en parler beaucoup plus que moi, mais tous nos amis palestiniens de Gaza nous disaient, mais l'intensité des bombardements, elle est bien supérieure même à celle qu'il y avait en août 2014. Et en fait, si on fait les statistiques, en 11 jours, il y a eu la même quantité de bombes et probablement plus puissante qu'en 55 jours de l'été 2014. Donc ça a été, aux yeux quand même du monde entier, on a vu aussi que les premières cibles de l'armée israélienne à Gaza, ça a été les immeubles d'habitation. Les immeubles d'habitation du centre-ville de Gaza-Ville. Donc c'est voilà, qu'on met par terre. Les centres de presse, l'immeuble de la presse, y compris l'agence américaine, la société de presse, mis par terre. Ah oui, il y avait peut-être un système de brouillage du Hamas qui était là, alors on a mis l'immeuble par terre. Bon. Il y a eu des bombardements qui ont visé systématiquement les routes autour des hôpitaux pour que les blessés ne puissent pas y arriver. Il y a eu des bombardements contre les centres culturels, contre la grande librairie de Gaza, la librairie Mansour, y compris, j'ai vu récemment qu'il y a eu un bombardement volontaire d'un entrepôt agricole qui entreposait des produits chimiques pour l'agriculture, où ils ne font pas tous du bio à Gaza. Et les Israéliens savaient très bien les produits qu'il y avait là, puisque c'est eux qui les avaient vendus, et en brûlant ces produits, dégageaient des vapeurs extrêmement toxiques, ça ils le savaient. Donc il y a des choses qui se sont passées, au-delà du décompte des morts, hein, des 250 morts, des familles entières qui sont mortes, etc., dont Jeanne va reparler, et des personnes déplacées, il y a eu véritablement une guerre contre la population. C'est très clairement ça qui a été aussi, je pense, ressenti dans le monde entier. Donc, et ça s'ajoute à un blocus qui dure depuis 14 ans. Voilà, parce que je dirais, connaissant bien Gaza, c'est une société très vivante, qui construit, qui se bat, mais arrêtons de dire qu'elle est résiliente. Quand elle prend des coups, elle souffre, et Jeanne nous en parlera beaucoup mieux. Par rapport à ça, on a vu aussi un soulèvement palestinien, une indignation palestinienne par rapport à ces bombardements, par rapport à ce qui s'est passé à Jérusalem, par rapport à l'attaque y compris de la mosquée Al-Aqsa. Je veux dire, un Palestinien qui soit religieux ou pas religieux, quand il voit des grenades assourdissantes tirées à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem, c'est aussi le symbole de l'unité palestinienne. C'est d'ailleurs aussi le symbole de l'ouverture palestinienne, parce que la Palestine a toujours été une terre d'ouverture aux différentes religions. Il ne s'agit pas de parler de guerre de religion. Hein. Il y a des Palestiniens qui sont chrétiens, et avant la colonisation israélienne, en Palestine vivaient en bonne intelligence des personnes, notamment des trois religions monothéistes, sans aucun problème.
Là, l'attaque aussi de ce lieu religieux, l'attaque contre Gaza, a créé dans l'ensemble de la Palestine, effet nouveau, y compris dans les villes israéliennes, la population palestinienne, des révoltes qu'on n'avait jamais vues, avec une volonté de retrouver la dignité, une volonté d'unité aussi, qui était impressionnante. Rappelons aussi que, quelque part, il y avait eu une autre voie vers l'unité qui aurait été possible juste avant, puisque le 22 mai pouvait avoir lieu les élections palestiniennes du Conseil législatif palestinien, qui auraient été suivies un mois après par des élections du président de l'autorité palestinienne. Là, on est toujours dans l'aspect élection sous occupation, mais encore un mois après, par l'élection d'un Conseil national palestinien de l'OLP, qui était l'occasion de refonder l'OLP. Cette refondation n'a pas été possible, à la fois par l'intransigeance israélienne qui a mis beaucoup de bâtons dans les roues des élections et qui a empêché que les élections se déroulent à Jérusalem, mais aussi par la décision du président de l'autorité palestinienne qui quand même a été contestée par l'essentiel des mouvements palestiniens, la plupart des autres mouvements palestiniens. Tout ça, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle d'abord que la Palestine revient sur le devant de la scène. À propos de la Palestine, on entend souvent, écoutez, vous nous parlez toujours de la même chose. Finalement, ça continue comme avant. Finalement, le statu quo, peut-être bien qu'il est vivable. Les gouvernements se disent on va gérer la situation en semblant de faire quelque chose, les gouvernements mondiaux. Le gouvernement israélien, on va gérer la situation en continuant de coloniser, et puis en essayant que s'il y a des morts, on n'en fait pas trop par jour, comme ça ne va pas faire trop de bruit dans le monde. Au-delà de 20 morts par jour, ça fait quand même des manifs, donc ils ont un compte, comme ça. Voilà. Et puis là, je crois qu'il y a quelque part un cri palestinien. Non, le statu quo n'est pas un statu quo, c'est qu'on nous vole notre terre, et ce statu quo, il n'est plus possible. Et je crois qu'effectivement, cette continuité de l'entreprise de dépossession, elle a éclaté aussi au grand jour. Parce que ce qui s'est passé au niveau de Sheikh Jarrah, donc à Jérusalem, cette volonté d'expulser les familles palestiniennes s'est fait au nom d'une situation qui aurait eu lieu avant 1948, avant la conquête de Jérusalem par Israël. Il y aurait eu un moment où des familles juives s'étaient établies à cet endroit-là. Ah bon, alors revenons avant 1948. Tous les habitants de Jérusalem-Ouest qui ont été expulsés de leur maison en 1948, ils n'ont pas le droit de revenir, ils n'ont pas le droit au retour. Qu'est-ce que c'est que cette entreprise qui, en fait, ce qui a écrasé au grand jour, c'est quelque chose à démarrer en 1948 qui s'appelle la Nakba, qui est de la dépossession, et ceci s'est continué finalement en 1967 et continue maintenant. Continue, c'est une dépossession continue qui n'arrête pas, et ça, je crois que les Palestiniens n'en veulent plus, ils ne veulent plus de ces simulacres de négociations qui en fait les enferment toujours et disent non, nous ce qu'on veut, c'est notre liberté, ce qu'on veut, c'est nos droits. Ça donnait aussi, il y a aussi ce qui a éclaté au grand jour, c'est la réalité d'un régime d'apartheid. Là, je vous conseille vraiment, si vous ne l'avez pas encore lu, de regarder notre document là, de 4 pages sur ce qu'est le régime d'apartheid que l'État d'Israël impose au peuple palestinien. La notion de régime d'apartheid a une définition précise au sens de l'ONU et au sens de la Cour pénale internationale. C'est un système de domination d'un peuple sur un autre dans une inégalité de droit pour le dominer et pour l'opprimer systématiquement. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble de la population palestinienne. La population palestinienne, elle est fragmentée. Il y a les Palestiniens de Cisjordanie, ceux de Jérusalem qui ont un statut différent, ils sont résidents de Jérusalem, ils sont ni israéliens ni palestiniens au sens du droit.
il y a ceux de Gaza qui n'ont normalement le même régime que la Cisjordanie, mais complètement séparés. Il y a ceux d'Israël qui ont une citoyenneté israélienne de droit, mais qui n'ont absolument pas les mêmes droits que les citoyens juifs israéliens, puisqu'il y a quand même une notion raciste, ethnique à la base, qui a été mise dans la loi par Israël, par la loi État-nation de juillet 2018. Tout ça, ça commence à faire beaucoup de choses qui s'accumulent, qui montrent qu'effectivement, au niveau de la définition internationale, Israël est un État qui applique un régime d'apartheid. C'est quelque chose qui est connu depuis longtemps, mais qui a été d'abord bien mis en évidence dans un rapport de l'ONU, qui était celui de Richard Falk et Virginia Tillier, qui a été, je crois, qui est sorti en 2016, et que donc qu'on a traduit en français en 2017, et qui explique ce qu'est ce régime d'apartheid. Ça a été reconnu ensuite cette année, coup sur coup, par une grande ONG israélienne qui s'appelle B'Tselem, qui dit, bon, on ne peut plus arriver à faire notre travail de défendre les Palestiniens dans la justice israélienne. Ce qu'il faut, c'est que ce régime d'apartheid cesse. Et il y a un régime de nomination, et on ne peut plus l'assumer, c'est plus possible. Et puis, une organisation très grande ONG comme Human Rights Watch, qui a sorti un rapport, c'était en avril, ou mai, c'était en mai, je crois, sur, effectivement, remettant en évidence ce régime. Donc il y a vraiment une réalité d'un régime d'oppression qui touche tous les Palestiniens, qui font que les Palestiniens, ils nous disent, on veut vivre d'abord. Bon, on a nos revendications nationales, mais d'abord on veut vivre, on veut se retrouver avec les mêmes droits que les autres personnes dans le monde, on veut se retrouver, on veut la fin de l'occupation, on veut la fin du siège, la levée du siège de Gaza, on veut la fin des discriminations, on veut que les réfugiés puissent revenir de là d'où viennent leurs familles, on veut simplement nos droits. Après, la solution, on verra quelle est la solution politique, mais on n'attend plus pour revendiquer nos droits. Ça, c'est ça que nous disent les Palestiniens à travers ce qui s'est passé dans les derniers mois. Donc tout ça, comment vous dire, c'est un combat qui se mène, dont on fait partie. Ça, je crois que c'est ça que je voudrais dire, et je voudrais dire à quel point on en fait partie. Alors, on voit bien que les premiers acteurs de ce combat, ce sont les Palestiniens. Si la jeunesse palestinienne de Jérusalem n'avait pas résisté, comme elle a résisté, aux bandes fascistes et racistes qui les attaquaient, et à la police israélienne qui les attaquait également, s'ils n'avaient pas été aussi forts et aussi déterminés, on serait resté quand même dans une sorte d'ignorance de ce qui se passait. Donc la première chose, c'est évidemment ce qui se passe en Palestine, et ces manifestations qu'il y a eu partout étaient un peu inédites, avec une sorte d'unité palestinienne sur le terrain qui répondait un peu à l'annulation des élections en disant, écoutez, bon, si c'est pas possible par un processus politique, nous on veut l'unité par la lutte. Le combat, il se mène aussi dans les enceintes internationales. C'est pas rien que la Cour pénale internationale ait enfin décidé en début de cette année que, effectivement, l'enquête préliminaire pour savoir si effectivement il y avait lieu d'engager des poursuites sur ce qui se passait, sur les violations des droits qui se passaient en Palestine, elle avait bien sa raison d'être, et que le territoire concerné, c'était bien l'ensemble de ce qui concerne le territoire occupé palestinien, donc la Cisjordanie, la bande de Gaza, y compris la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et que oui, il fallait engager l'action à la Cour pénale internationale. Bon, c'est pas fait, c'est pas tout à fait demain que Netanyahou ou Benny Gantz vont se retrouver derrière les barreaux, mais le déni du droit complet, tel qu'on l'a vu, tel qu'on le voit depuis des années. Rappelons aussi à Gaza les marches du retour, où on voyait des jeunes qui manifestaient
sans armes, sans rien, qui se font fait massacrer, tirer avec... Alors d'abord ceux qui ont été tués, et puis ceux qui ont été volontairement mutilés en tirant dans les genoux. Donc, il me reste 5 minutes. Donc les enceintes internationales, c'est évidemment très important. Très récemment, la Commission des droits de l'homme de l'ONU a dit on va fonder une commission d'enquête pour investiguer sur les violations des droits de l'homme qui ont lieu et en territoire palestinien et également en Israël vis-à-vis des Palestiniens. Donc ça aussi, c'est des choses qui existent, qui avancent, même si, bien sûr, tous ces processus auront plein de bâtons dans les roues. Mais la bataille de l'opinion, elle est évidemment essentielle. Et les Israéliens ne s'y trompent pas. D'abord, avec ce qui s'est passé cette année, le processus dit de normalisation de Trump, il ne va pas très bien. Il va pas très bien. Le Maroc, qui était un des pays qui a signé avec Israël contre la reconnaissance de l'annexion du Sahara occidental, ce qui était reluisant, l'ambassadeur d'Israël, il n'a pas réussi à trouver un local. Personne n'a voulu lui louer un local. Bon, c'est pas demain que ce processus de normalisation va pouvoir, compte tenu de l'opinion dans les pays arabes, va pouvoir continuer. Mais c'est aussi en France qu'elle a lieu. Elle a lieu, bon, déjà, il faut qu'on défende notre droit à mener des actions, notre droit à manifester. On a vu un petit peu les difficultés qu'on a eues, je crois qu'on n'avait pas eu à Brest. Bon, c'était un peu plus compliqué à Paris, m'a dit Claude. Bon, mais on a maintenu, on y est arrivé, et on n'a pas lâché, on a eu les manifestations, elles ont eu lieu partout en France, et on les mène. Nos actions, boycott des investissements, sanctions, on les mène. Elles sont reconnues maintenant par la Cour européenne des droits de l'homme comme faisant partie de la liberté d'expression. On avance tranquillement. On avance tranquillement, mais on avance avec quand même un État d'Israël qui est maintenant agressif chez nous. C'est-à-dire que Israël s'est rendu compte que la suprématie militaire n'était pas suffisante, qu'ils ont besoin de mener une bataille de l'opinion aux États-Unis. Les deux premiers lieux de cette bataille, c'est les États-Unis et la France. Bon, il y a Bruxelles en termes de lobbying, et puis la France, compte tenu de l'importance à la fois de personnes de culture juive et de personnes de culture plus arabe ou musulmane. Et cette guerre, elle a deux volets. Elle a un volet qui est l'intimidation et l'influence. Quand on parle d'intimidation, c'est par exemple vouloir imposer une définition d'antisémitisme qui inclut la critique de l'État d'Israël. C'est une honte. On s'est battu contre ça. Franchement, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ça a plutôt été une victoire pour nous, parce que le député qui portait la résolution, il a dû dire que non, les exemples, ça n'en fait pas partie, et la majorité a été extrêmement faible. On voit quand même ce réseau d'influence très agressif, très bien implanté. Je vais vous parler de Silouane. Quand on voit que Aurore Berger, porte-parole du groupe République En Marche à l'Assemblée nationale, a visité Jérusalem à l'invitation, avec une quinzaine d'autres députés, à l'invitation de l'organisation De Colomb qui organise les expulsions de Palestiniens, Elad, et a visité les tunnels qui sont là au service justement de ce projet d'expulsion, on se dit,
vraiment, faisons attention, il y a une menace sérieuse, y compris pour notre démocratie. Et puis, il y a, quand on n'est pas dans l'intimidation, ben, il y a la séduction. Donc la séduction, c'est, par exemple, Tel Aviv, alors Startup Nation, c'est beau, start-up. Ouais, je crois que les start-up israéliennes, elles sont quand même un petit chouïa militaire. Hein. Que le Technion, ah bah tiens, il y a l'armée israélienne à son conseil d'administration. Ah bon, d'accord. Donc le rêve d'une industrie israélienne très, très dynamique au service du progrès humain, plutôt au service militaire. Donc quand même, qu'est-ce qu'il y a les trois choses? C'est quoi les trois choses de la séduction? Startup Nation, donc ce qu'on voit qui est d'ailleurs le nom de l'équipe. Le LGBT en disant Tel Aviv, donc ce qu'on appelle le pinkwashing, Tel Aviv, capitale de la liberté, pour toute la diversité, etc. Donc du mouvement LGBT. Ça marche mal parce que je pense que les militants LGBT, j'en ai vu dans la dernière marche. Et puis le troisième, c'est le sport. Et le sport, effectivement, bah, l'équipe Startup Nation, Israël Startup Nation, ISN, c'est vraiment une équipe qui est, comme disait Claude, au service de cette propagande. Et au service donc d'une guerre qui est aussi celle qui est menée contre les Palestiniens. C'est la même. Je veux dire, maintenant, on est dans un monde beaucoup plus connecté qu'avant. C'est-à-dire que quand il y a des jeunes Palestiniens de Jérusalem qui sont sur les réseaux sociaux pour expliquer ce qu'ils endurent et qu'on les écoute, et puis qu'il y a de l'autre côté l'armée israélienne, l'État d'Israël qui nous met dans les pattes une équipe de propagande, tout ça, ça va un peu ensemble. Et quand on voit la honte qu'il y a aujourd'hui, enfin, la honte des manifestations de l'extrême droite israélienne à Jérusalem, si vous avez vu les vidéos de ce qui s'est passé la semaine dernière, où clairement des foules haineuses avec des très jeunes enfants qui étaient avec eux pour crier mort aux Arabes, on va vous chasser, etc. Mais c'est honteux, mais on sait aussi que ça empoisonne pas seulement la société israélienne, ça va nous empoisonner tous si on n'y prend pas garde. Donc on est dans un monde très connecté et le travail qu'on fait pour combattre effectivement l'opération de propagande à travers la participation, non pas d'une équipe israélienne, mais d'une équipe Israël dans le Tour de France, ça fait partie du combat que mènent aussi les Palestiniens pour leur liberté aujourd'hui. C'est ça que je voulais dire. Excuse-moi d'avoir été un peu long. J'ai dépassé de 2 minutes.